Bonsoir à tous. Bonsoir à Sophie Obadia, à Yvan Rufol qui va être aux anges dans quelques instants, je vous le dis. Bonjour. Mardi. Comment ? C'est mardi. C'est mardi. Bonjour, cher Olivier d'Artigol, et bonjour, Jérôme Béglé. C'est votre week-end. En vacances. Et en vacances. Lundi, mardi. Mais pourquoi j'ai rien dit ? J'ai dit lundi, mardi, c'est votre week-end. Bah non. Ah bon ? Lundi, je travaillais 7 un peu jours sur moins, 7. mais mardi, j'étais au bureau ce matin tôt et j'en Je sors. rappelle que notre ami Jérôme Béglé dirige désormais le journal du dimanche, donc jusqu'au vendredi. Il y a un très beau numéro cette ça me fait semaine rire. avec ce classement des villes. Vous avez vu ? Absolument. Exactement. Formidable. Angers, C'est formidable. Meilleur- Angers, ouais. la douceur angevine. Vanté par. C'est Rabelais, c'est ça Non, c'est- Joachim du Bellay. Joachim du Bellay. oui. Oh, c'était pas très loin, Et Rabelais. pas Joachim. Oui, vous n'étiez pas très loin. Joachim du Bellay, quand même. Petit Liré. Voilà, et mon petit Liré du Mont-Palatin, la douceur angevine, plus que mon... La douceur angevine. Des doubles pages sur une actualité heureuse. Oui, c'était très bien. Moi, je crois une- beaucoup à ça. Oui. Ah, bah Les c'est hommes bien. oxygénisés, Ah, ça c'est une Ah bonne oui, bah on va c'est faire une bonne l'actualité idée. On va Vous allez faire le faire. contraire, vous. On va le Ah oui. faire. Les trains qui arrivent à l'heure. On peut le Les faire. trains qui arrivent à Je crois l'heure. beaucoup. C'est vrai. ça. Non, mais ça serait intéressant. Mais bien sûr, c'est Le train en intéressant. provenance de Montparnasse, Tariat, 12h09. Monsieur Raoult. Alors, Monsieur Raoult, votre ami, a élevé un peu le niveau de ses interventions. Vous avez écouté ce qu'il a dit ? Oui. Là, je pense que ça va faire réagir un peu parce que sa comparaison, vous l'avez entendue. Oui. Je ne sais pas si elle est heureuse. Quelle est-elle ? Bah, vous allez l'écouter. Vous allez- Ah oui, même vous, vous êtes un peu... Ah, le coup de bluff qui nous fait Yvan Rufol. Non, mais moi j'aime Ah, bien. le coup de bluff. Franchement, je suis sensible, vous le savez, au discours vraiment haut de gamme de Didier Raoult, qui ne parle pas Je que... ne suis pas le porte-parole de Didier Raoult. Non, hein, qui vous ne l'avez- parle pas que de médecine, mais là, alors vous allez l'écouter, ce qu'il a dit sur cette vaccination. Et écoutez bien au départ, parce que c'est très intéressant. Le pourcentage de contaminés non vaccinés est le même que le pourcentage de contaminés vaccinés. Le même. Écoutez. Le pourcentage de vaccinés positifs est le même que le pourcentage de non vaccinés. Donc avec des données, ça c'est données d'observation, c'est pas du rêve. Avec des données de cette nature, vous pouvez pas foutre des gens en camp de concentration ou les enfermer à la maison ou faire des camps gigantesques pour maintenir les gens parce qu'ils ne vous obéissent pas. Sinon, vous tombez dans des choses qui nous rappellent une partie de la Deuxième Guerre mondiale quand même. Hein. Donc je pense qu'il faut faire très très attention de ne pas adhérer à ce point à la théorie qu'on avait avant, qu'on avait bien le droit d'avoir il y a 1 an et demi, mais actuellement, ici et maintenant, on ne peut pas croire à cette théorie et on ne peut pas être d'une violence aussi extrême pour que les gens vous obéissent. Quand on veut que les gens vous obéissent alors que ça n'a plus de sens, ça s'appelle le totalitarisme. C'est comme ça. Et donc, on ne peut pas rentrer dans une société totalitaire à cause de cette histoire. Il faut s'arrêter, il faut penser, il faut réfléchir. Donc on appelle ça la réduction ad litterum, le point Godwin, quand on revient toujours au même débat. Bon, alors il y a le fond et la forme. Bon, le fond, on sait ce que vous en pensez, mais la forme, je sais pas, je sais pas que je sais pas d'ailleurs. Je sais que la comparaison n'est pas heureuse. On a le droit, naturellement, on ne peut pas faire un parallèle entre la condition des non-vaccinés et la condition des juifs. Si c'est ce que vous voulez me faire dire, mais c'est pas ce qu'il dit non plus. Il dit qu'il faut faire attention à la ségrégation hygiéniste, parce que dans la ségrégation hygiéniste, on a connu ça sous le nazisme notamment, où il cherchait l'homme parfait, l'homme sain, l'homme sans poux et sans contaminant. Rappelez-vous quand même que quand le ghetto de Varsovie a été créé en 1940, c'était un lieu de contaminant, un lieu de contaminés. C'était d'abord un lieu hygiéniste. Les ghettos, c'est ça, l'origine du ghetto, c'est Oui, ça. le ghetto, c'était ça. C'était un lieu hygiéniste. C'était un lieu qui était fait pour préserver du typhus. Et donc, naturellement, la comparaison s'arrête là. On ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Mais malgré tout, cette ségrégation qui s'est installée au nom d'un hygiénisme d'État est tout à fait totalitaire. Et moi, je suis content qu'il emploie ce mot de totalitaire parce que je vous ai souvent expliqué, enfin, ce que je voyais moi comme étant un mécanisme totalitaire qui s'était installé subrepticement avec un discours unique, avec une manière de créer des dissidents chez ceux qui ne pensaient pas conformément à la parole d'État, etc. Et donc, oui, je persiste à dire que nous avons vécu une dictature sanitaire. Bon, deuxième passage sur... Point de le concentration quand même. fond. Oui, c'est... Bon. Deuxième Ça, passage. ça annule tout son raisonnement. Bah, on a l'impression qu'il ne sait même pas de quoi il parle, à vrai dire. Deuxième
Deuxième Ah, passage. moi, je comprends ce qu'il veut dire. Oui, non mais. Grande concentration, c'est un Grande terme bien concentration, spécifique. Ça dit quelque chose Oui. de particulier quand même. Deuxième passage. Vous allez voir ce site que je vous conseille de consulter et de voir tout le temps, qui est celui du John Hopkins, où vous allez voir qu'on est quasiment à 10 milliards de vaccins. Il n'y a jamais eu autant de cas. Aux États-Unis, la situation explose. La France, qui tient le record juste après les États-Unis, la situation est exactement la même. Et ce qui est extrêmement étrange et intéressant, c'est le niveau de tension sur la volonté d'augmenter la couverture vaccinale pour un vaccin dont on a la preuve sous les yeux qu'il ne marche absolument pas. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant, puisque à la limite, on peut toujours dire, écoutez, les gens qui sont fragiles pourraient être vaccinés, ce qui est vrai. C'est possible y compris avec ce nouveau variant, ça sert à quelque chose. Mais il n'y a aucun intérêt démontré, aucun à vacciner une population qui n'est pas à risque, puisque l'épidémie flambe de plus en plus au fur et à mesure qu'on fait des vaccins. Et plus on fait de vaccins, plus il y en a. Bon, qui contestera la justesse de ce raisonnement-là? C'est pas la même épidémie, c'est une épidémie de nez qui coule. C'est pas la même épidémie qu'il y a 1 an et demi de gens qui finissaient en réanimation. Alors, mais admettons, mais à ce moment-là, attendez, admettons. Oui. D'accord, j'entends ce que vous dites. Mais à ce moment-là, le ministre de la Santé doit dire ce n'est pas la même épidémie, on arrête la vaccination pour tout le monde. Bah, il ne le dit pas. D'ailleurs, je pense qu'il. Alors, non, ce qui me frappe, c'est qu'on ne parle plus de 4e dose. Vous avez remarqué que depuis 15 jours, dans le discours politique, bon, donc, il y a un micro-rétropédalage. Mais on peut pas dire que l'épidémie d'aujourd'hui, de forme extrêmement bénigne, ressemble à celle d'il y a 1 an et demi. Je vous dis, mais aujourd'hui, t'arrêtes quand le pass vaccinal, le pass sanitaire et la vaccination obligatoire pour tout le monde? Il impose une 3e Non, mais dose. vous l'arrêtez quand? Avant le premier tour des élections présidentielles. Non, mais sérieusement, vous l'arrêtez quand? Mois de Puisque. mars. Bon. Mois de mars. Parce que son raisonnement, pour le coup, est juste. Qu'on vaccine, pourquoi pas les pour gens la première fragiles. partie de l'épidémie. Bon. Est-ce qu'on peut quand même dissocier ce qui s'est passé durant les 2 dernières 2020, années? 21? Est-ce qu'on peut quand même dire qu'il y a eu un effet ou pas positif de la vaccination pour faire face à la première Sur les vague éléments- et au éléments- delta notamment? Je le crois. La première vague, il y pour avait les pas de gens, vaccination pour les gens la première fragiles, vague. oui, mais il n'y avait pas de vaccination première vague. Bon. Oui, Dernier. Non, Mais l'absurdité qu'il non, mais- dénonce, il faut quand même s'y arrêter 5 minutes. Après, le je suis gouvernement d'accord et sur le président de la République sur la phase ne cesse- actuelle, sur ne le cesse de micro. nous dire vacciner, vacciner, vacciner. Il Oui. ne cesse de le répéter 3 fois, alors même que l'on sait que les vaccins ne fonctionnent pas. Donc il y a quand Mais même vous là, ne faites pas la il y a un démonstration que la enfermement non-vaccination intellectuel nous aurait mis qui relève effectivement D'où ça une fonctionne pas. démonstration par l'absurde, On nous peut pas- aurait mis dans fonctionne une pas, situation Est-ce qu'on plus peut favorable. s'accorder là-dessus ou pas Mais En d'où les quoi la vaccins non-vaccination fonctionnent nous aurait mis dans une situation plus D'où favorable? les vaccins ne fonctionnent pas. d'où Ils les vaccins fonctionnent ne contre fonctionnent pas, les cas mais les graves. vaccins ne Ils fonctionnent empêchent pas dans les la gens mesure- d'aller aux urgences et à la mort. Attendez, C'est quand même un atout Les vaccins ne considérable. fonctionnent pas dans la mesure où la France est un des pays d'Europe qui a le plus vacciné. C'est Ça, le pays on se d'Europe qui mettra connaît pas le d'accord, plus on fait le- d'épidémies Mais de cas bénins, pas de Mais- cas graves. Oh non, On a déjà eu la j'entends bien. Alors discussion pourquoi 1000 voulez-vous fois. continuer à vacciner Parce que ce sont des cas bénins, on est bien d'accord, je veux bien vous Mais- rejoindre là-dessus. Non, Mais- c'est grâce au vaccin que les cas sont bénins. Mais, aussi. voilà. mais non, c'est pas grâce au vaccin que les cas sont bénins. cas Qu'est-ce que sont vous nous bénins. racontez là Vous ne finissez pas aux urgences C'est grâce au à vaccin. une ou Oui, deux doses. mais Oui, pardonnez-moi. Vous voulez avoir réponse à Bon. tout avec Mais, vos vaccins. Raoult Mais a s'il dit y a- ça s'il y a la des semaine cas dernière. Raoult s'il y a a des expliqué cas la semaine bénins, c'est dernière parce que le virus- le vaccin était C'est utile parce que contre le les virus formes graves. s'épuise Il peut pas lui-même. se le dire Bon, en allez, semaine. gardez Le vos vaccin certitudes. protège des Pardon, formes je vais graves. juste dire une phrase. On a C'est quand chaque même fois, toutes les semaines, on a la même radicalisé depuis la semaine dernière dans Ah oui, des ça. proportions Ah bah bien très sûr, on lui dit le importantes. contraire la semaine Et dernière. c'est bien ce qu'on dit depuis le début, il fait de la politique, monsieur Raoult. Non, il fait pas de Si, politique. je suis mais- désolée, Il est en ce train sont de des sortir propos de l'IHU, politiques. il fait monter les Si, il enchères. faut appeler un chat un chat, Bien c'est pas une sûr. injure, il fait de la Mais ça, politique. c'est intéressant. Bien Que sûr. fait-il alors? Mais Il fait de la politique. il fait de l'analyse scientifique. Ah bon? la Ah non, surenchère alors sur ça, les c'est camps de pas de l'analyse concentration. Sur les camps de scientifique, pardonnez-moi. hein. Non, mais sur les camps de Non, non, concentration, non, j'ai dit ce qu'on en arrêtez. pensait. Non, non, non. Bah, il l'a Mais il explique, et là on va voir le 3e passage. On Il prend la ex- 3e dose. La 3e dose, il explique une chose qui est extrêmement simple, c'est que ce vaccin protège peut-être des cas graves sur les Eh ben, c'est pas Delta. mal. Ah bah, quand Et même. Il n'y a plus de cas et- graves. bah, quand et il n'y en a plus, Pascal, mais c'est quand et c'est mieux. mais tant mieux, mais il n'y en a plus de cas graves. Parce qu'il y a Vous savez de la combien il y a eu de vaccination. morts Omicron? Parce qu'il y a de la vaccination. Bon, allez, on écoute Monsieur Raoult, Je vous il rappelle vous qu'il reste répond. quand même Il vous 15% répond. de Delta en France. Il
vous répond, monsieur Raoult. Le vaccin qui est devenu quelque chose qui n'est pas connecté à la réalité. On ne peut pas dire que le vaccin arrête l'épidémie, on ne peut pas dire qu'il présente un intérêt pour les gens qui n'ont pas de facteur de risque. Personne ne peut maintenir une chose pareille maintenant. On sait que c'est pas vrai. Quand même, on est à 10 milliards de doses. Enfin, c'est pas vrai. Eh bien, vis-à-vis de ça, le ton monte et devient de plus en plus agressif. Il y a quand même quelqu'un qui vient de dire on ne va pas soigner les gens qui ne seront pas vaccinés. Alors, il ne faut pas non plus soigner les gens qui fument pour le cancer du poumon, les gens qui boivent pour le cancer digestif. Donc, attendez, et puis en plus, l'argent de la sécurité sociale, c'est nous qui l'avons donné. C'est une part des choses que l'on a créées pour qu'on nous soigne. Alors, sinon, il faut fermer la sécurité sociale et avoir tous des assurances privées qui nous soigneront quoi qu'on fasse. Donc, vous vous rendez compte de jusqu'où on peut aller, que des gens qui ont des fonctions administratives aussi élevées puissent proposer de ne plus soigner les gens s'ils ne leur obéissent pas pour quelque chose qui n'a pas de sens. Remarquons que la semaine dernière, sur son argumentaire, il citait l'efficacité du vaccin pour les formes graves. Oui. Ce qu'il ne fait plus. Non, il le faisait, j'avais fait la remarque, il le faisait avec beaucoup de réserve. Vous n'aviez pas entendu ma remarque, il le faisait avec beaucoup de réserve. Et il s'y engageait. Que les choses soient claires, comparer le pass vaccinal à un camp de concentration est évidemment scandaleux. Mais c'est pas ce qu'il discrédite tout le reste. Mais quand Martin Hirsch propose de ne pas soigner les non-vaccinés, c'est aussi scandaleux. Oui, mais sur les camps de concentration, vous n'avez pas donné tout, parce que j'ai regardé effectivement son discours. Il alerte sur ce qui se passe, je crois que c'est en Chine, où effectivement il y a aujourd'hui des zones préservées dans lesquelles sont concentrés des gens qui sont aujourd'hui contaminés. Donc c'est pour ça qu'il fait ensuite une relation. C'est pour ça qu'il aurait dû employer un autre mot, Yvan. Il appelle de camp de concentration. Le camp de concentration n'est pas un bon mot. Il ne sait pas de quoi il parle. Voilà. Bah non, c'est un mot inadapté. Franchement, on concentre des gens dans des camps. Totalement inadapté. Vous me dites qu'il est scientifique, qu'il a une précision de langage. Je veux bien, mais... Il peut nous dire que c'est totalitaire, je l'entends. Il peut dire que c'est totalitaire, il peut dire qu'en Chine c'est un mauvais exemple, il peut parler de camp, mais camp de concentration, je suis navré, il est à côté de la plaque. Voilà. J'ai le droit de le dire, non? Si vous voulez, bien sûr, vous avez le droit de le dire naturellement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand même... Je reçois des messages, je n'ose même pas vous Ah bon, c'est-à-dire? Je reçois des messages de quelqu'un qui m'insulte. C'est absolument magnifique, qui voulait venir dans notre émission. Enfin bref, mais c'est absolument... Vous savez, des cinglés, il y en a beaucoup, parce que ça a rendu cinglé cette histoire-là. Ça, c'est vrai. Mais ce qu'il faut... Non, mais je reste fasciné par ce Ça libère l'intelligence. Je reste fasciné par ce mot. Ce qu'il faut comprendre dans la petite revanche... Vous savez que je peux aller je vais chez un policier avec ça, je le fais condamner, hein. Je ne vais pas vous dire qui, mais c'est sur votre téléphone personnel. Oui, je fais condamner. Je fais condamner avec ça. Ça, je le fais. Oui, mais on ne sait pas de quoi on parle. Non, vous avez raison. Allez. Là, on est dans il faut quand même se remettre dans le contexte de cette... Attends, terminé. Soyons sérieux. Dans le contexte de cette lutte qui a été engagée par Martin Hirsch, qui a pris la tête d'un comité de salut public sanitaire. Il s'est comporté en petit Robespierre en coupant des têtes, notamment celle de Perron. Il a voulu couper celle de Raoult. Il n'a pas pu couper celle de Raoult. Et Raoult est toujours debout. Et Raoult est toujours vivant. Et aujourd'hui... Attends, je termine. Il n'a pas d'autorité. Il n'a pas pu le couper, il n'a pas d'autorité. Je termine. Marseille, c'est pas Paris, et lui, il est patron de la PHP. Non, mais vous dites une bêtise. Vous dites qu'il a voulu couper la tête de quelqu'un qui n'est pas sous ses ordres et sous sa responsabilité. Donc ça ne se peut pas. Et Raoult a toujours dit que ce vaccin était un vaccin inutile qui a priori ne marcherait pas. Et en effet, donc il conclut effectivement son observation pour dire que ce vaccin ne marche pas. Donc et on donc a plus de morts qu'en 2020. Hirsch qui a voulu sa tête, quoi que vous en disiez. Mais non. Il met Hirsch qui a voulu sa tête. Hirsch a même nommé dans son domaine un autre responsable qui a voulu l'éjecter. Ne dites pas n'importe quoi. La PHP, c'est pas... C'est donc de vous mettre du côté du manche. Vous vous trompez de combat depuis le début. Là-dedans, vous êtes planté de A à Z. Alors essayez, faites preuve d'humilité plutôt que de la ramener. Mais vous dites une bêtise. La PHP, c'est Paris, et alors que lui est à Marseille... Vous avez le monopole des bêtises depuis 2 ans, excusez-moi. Quand on écoute ce que vous dites, on se dit que votre bêtise est écoutez, je pense que les gens feront le tri entre ce que vous avez pu dire comme bêtise et ce que j'ai pu dire, si vous cautionnez qui s'avère être en effet plutôt des réalités et des vérités. Vous n'avez pas le monopole des Non, je ne l'avais pas.
Je ne l'ai pas. Je fais des bêtises. Je ne vais pas me laisser impressionner par des faussaires qui arrêtez, écoutez. Mais non, mais écoutez, C'est depuis 2 ans, vous avez trompé les gens, vous vous êtes enfermé dans des certitudes. Trompé les gens. Oui, vous nous avez vendu des trucs qui étaient invendables. Alors assumez vos responsabilités et ne faites pas porter sur moi des choses que je n'ai pas dites. Et moi, je suis content de voir qu'en effet, les faits me donnent raison. Si ça vous ennuie, je le comprends. Bon, Yvan, calmons-nous d'abord. Que les choses soient claires. Moi, j'aime bien donner la parole toujours à ceux qui ont une pensée différente des autres. Il faut les écouter, me semble-t-il. C'est le principe de la liberté d'expression, même si nous ne sommes pas d'accord. Nous l'avons dit, ce que dit Raoult, la comparaison qu'il fait, elle n'est au minimum pas heureuse, et on peut même considérer qu'elle est scandaleuse. Sans doute, il faut replacer cette phrase dans un contexte, et sans doute ne pensait-il pas, je l'espère en tout cas, au camp de concentration. Que ces choses-là sont bien dites. C'est bien. Mais peut-être. Mais voilà, je pense qu'il mettra une explication. Bon, gardons notre calme. Ne nous insultons pas les uns les autres, si j'ose dire. Bon, voilà. N'en rajoutez pas. Non, mais c'est pas là-dessus, c'est pas du tout là-dessus, mais c'est dans cette logique totalitaire, aujourd'hui, vous avez des terreurs hygiénistes qui se sont installées. Vous l'avez dit. Et vous avez aujourd'hui des sous-citoyens. Vous l'avez dit. Mais je vais pas... Mais vous répétez, vous voulez toujours avoir je le ne répète dernier pas. mot. Il y a eu une création de sous-citoyens qui, effectivement, ont été amenés à se réfugier dans des ghettos. Ouais, c'est tout. Faut également rappeler cela. Ça, c'est bien. Des sous-citoyens qui ont été amenés à se réfugier dans des ghettos. Bien sûr. Bon, On dirait, je vous jure, on dirait vraiment des enfants parfois. Oui, les ghettos ont été imposés par ce gouvernement-là, qui a même dit de ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner qu'il voulait les emmerder. Si vous n'avez pas suivi ça, vous n'avez ça, oui. Ça ne m'étonne pas que vous soyez complètement à la ramasse. Les ghettos, je me demande où ils sont. Les ghettos, ils sont chez ceux qui sont enfermés chez eux, enfermés dehors, si je puis dire. Ce sont des sortes de ghettos symboliques. On les force pas à être enfermés chez eux. Ils ne sont pas enfermés, ils peuvent sortir autant qu'ils veulent. D'accord, vous me fatiguez. Mais on les force pas. D'accord, vous avez raison. Regardez. Vous avez raison. Vous êtes dans un ghetto, vous sortez de chez vous pour venir tous les jours à la télévision. C'était une image, mais c'est trop subtil pour vous, c'est bien ce que je crois. Le ghetto, ça a une histoire. Oui, d'accord. Le ghetto, ça a une histoire. Bien sûr. Ah oui. À Venise, de Venise à Varsovie, alors, le ghetto, ça a une histoire. On ne parle plus de rien. De Venise à Varsovie, le ghetto, oui, ça a une histoire. d'accord. Bon. Je pense que vous frisez. Allez, J'essaye de connaître un peu mon Monsieur Delfrécy. Il y a quelques années, ça se jouait à l'épée dans le pré le lendemain matin. J'ai fait de l'escrime. Le dernier, c'était Gaston Defer. Vous en souvenez? Oui. Ah, effectivement. Clac, clac. Qui a dit en début d'émission? C'était un député, puisque c'était sur une joute parlementaire. Qui a dit en début? Et à la fin de l'envoi, il a touché. Oui. Mais qui a dit en début d'émission qu'on allait trouver que des bonnes nouvelles et d'un bienveillance et que c'était la une du journal du prophétique à dimanche. un tel moment. Ah oui, franchement, je vous remercie. Alors, écoutons Monsieur Delfrécy qui, lui, s'est exprimé. Ça va nous calmer ou ça va nous énerver? Ah non, écoutons sur le Vexin et après on parlera des sondages ensuite. À tout de suite. Le vaccin est la pierre angulaire de la réponse vis-à-vis du Covid. Ce n'est pas la seule. Le Conseil scientifique l'a redit à plusieurs reprises. On ne peut pas tout baser sur le vaccin. C'est le vaccin et un certain nombre de mesures individuelles, de mesures de protection. Fin janvier, début février 2022, le pass vaccinal m'apparaît être un élément de réponse cohérent, pas suffisant, mais cohérent vis-à-vis de la situation sanitaire. Bon, lui aussi... Il ne dit plus que le vaccin est un médicament. Nous sommes d'accord. Alors, il y a des messages qui... Il dit que c'est la pierre angulaire. Oh, tais-toi. La pierre angulaire. Ça suffit, allez. La pierre angulaire, c'est bien. Pour moi, c'est quelque chose qui est mesuré. Mais voilà. on a je droit, sais que la mesure et la subtilité, subtilité, Ah non. Bon, il y a des messages. Il y a beaucoup de gens. Alors, il y a des gens gentils qui m'appellent, donc c'est bien. Je vais lire un message qui m'a amusé. Équilibre. Que Monsieur Rioufol fasse attention en sortant. Les Martiens l'attendent pour l'enlever et faire des expériences sur lui. Les Martiens? Les Martiens vous attendent. Pourquoi? Pour vous enlever. J'ai pas compris. Trop subtil. Les Martiens, vous comprenez. Bon, c'est... Ça ne s'adresse pas à moi. Alors, la déprogrammation, ça c'est intéressant aussi, parce que, en fait, ce qui devrait nous animer, et c'est pour ça qu'Yvan Rioufol n'a pas tout à fait tort,
Ce qui devrait nous animer, c'est la vérité. C'est ça qui devrait intéresser les journalistes. Sur les programmations, il y a un vrai sujet Non, mais gravissime. sérieusement, c'est ça qui devrait... Il faut un ministère de la vérité. Moi, c'est ça qui m'intéresse en tant que journaliste. Quand j'ai entendu une directrice d'une chaîne info expliquer qu'il fallait ne pas déchirer le corps social et rapporter une parole officielle, j'ai failli tomber de ma chaise. C'est pas ça le journalisme. Pardonnez-moi de le dire comme ça. J'ai des leçons à donner à personne, mais ce qui devrait nous intéresser, c'est essayer de savoir les faits, la vérité. Bon, écoutez, par exemple... Je complète votre réflexion. Est-ce que vous avez lu l'édito de Libération d'aujourd'hui, dans lequel ils vont faire un observatoire de la désinformation pour coller à la parole officielle? Libération colle à la parole... Oui, sur Internet. Sur le complotisme non, mais, sur Internet. Mais pourquoi à chaque fois vous allez ailleurs que là où je voudrais vous emmener? C'est pour coller. Vous parlez tout le temps. Mais j'entends. C'est pour caler sur la parole officielle. Comprenez ce que je vous dis? Je complétais ce que vous avez... Mais on peut discuter, Yvan. Je complétais. J'ai l'impression que vous ne voulez pas entendre ce que je dis. J'ai simplement rajouté qu'il s'agissait des réseaux sociaux. Oui, mais ça change rien. Ce qui est important de savoir, c'est que Libé veut coller à une parole officielle. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire comme régression journalistique? Non, vous vous rendez pas compte. Naturellement, sur ça. Vous passez votre temps à trier le bon grain de livret de ce qui est dit ou pas dit, et vous ne voudrez pas que les autres fassent la même chose. C'est extraordinaire quand même. Vous comprenez vraiment rien. Donc, ça ne vous choque pas. Allez, colle à un discours d'État. Mais il colle pas forcément à un discours d'État. Ça ne m'étonne pas du tout. Il colle pas forcément à un discours d'État. Continuez à droite et à gauche. Continuez à être du côté du manche. La déprogrammation. Ça vous fait des promotions. Oh, ça devient très méchant. Non, là, ça devient très méchant. La Cuba, une carrière ratée qu'il exprime ce soir. Normalement, c'est... Là, vous arrêtez. Une carrière ratée qu'il exprime ce soir. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, là, franchement, Yvan, là, c'est pas bien. Retirez ce que vous avez dit. Excusez-moi. Non, c'est pas bien. Normalement, vraiment pas que les gens ont envie de regarder ça. Yvan, je veux dire, c'est pas bien. On est... Écoutez, arrêtons ces chamailleries. Mais c'est vous, je ne peux pas dire un mot sans être contré. Si vous dites un mot, Yvan, et même deux, vous dites pas trois. Sophie, ne vous en mêlez pas non plus. Pardonnez-moi, mais c'est insupportable. On ne demande pas ce que vous jouiez à la maîtresse d'école. Et si, moi, je suis le maître. Allez, hop, moi, ça me fatigue. Elle a un peu raison, parce que si on vient, c'est pour qu'on puisse pouvoir discuter. Désolé, je suis navré. Non, mais après, je le dis, c'est bon, moi, si on vient, c'est aussi pour pouvoir échanger. Mais absolument. Bon, nous avons perdu un élément de qualité. Et je le regrette, je trouve qu'elle a tort d'ailleurs de partir. Ça n'a pas de sens qu'elle parte non plus. Chacun fait son petit numéro et c'est pas bien non plus. Donc, chacun a ses journées aussi. Non, mais bon, ça n'a pas de sens que Sophie parte non plus. Je veux dire, non, tout ça n'a pas de sens. Mais en revanche, votre téléphone, ça va? Vous m'avez troublé, oui. Ah ben, je vais partir moi aussi. Tiens. Je vais rentrer chez moi. Moi aussi. Je vais rentrer plus tôt. Bon, la pause et à tout de suite. C'est les cinglés de la PHP. Bon, alors, franchement, je ne sais plus quoi dire. Tellement je suis démuni. Je suis navré. Oui, alors parlez plus. Parce que maintenant, c'est moi qui vais parler. Alors, est-ce que c'est possible que je parle et que vous m'écoutiez? Ah non, non. Le soir, ici, comment dire, les gens nous apprécient pour plein de raisons. D'abord parce qu'on fait des émissions d'infos, mais parce qu'il y a un certain climat. Nous parlons, effectivement, même si on peut ne pas être d'accord, dans un certain état d'esprit auquel je suis sensible. De mettre un peu de légèreté, et pourquoi pas même d'humour, et pourquoi pas aussi de bienveillance. Bon, je regrette, parfois ça c'est arrivé de nous engueuler, donc là encore j'ai de leçons à donner à personne, parce qu'on s'est engueulé, et puis après c'était fini. Bon, je regrette pour cette raison que Sophie soit partie. Je trouve que ça valait pas la peine de partir, bien évidemment. Bon, simplement, c'est la vie. Le débat, c'est la vie. Je pense que vous pouvez regretter la parole que vous avez dite. Je suis absolument navré. Voilà, vous pouvez regretter la parole que vous avez dite également à Jérôme. Bien entendu, mais je l'embrasse sur le front. Non, Jérôme, qui n'était pas très courtois. Jérôme sur le front. En fait, le seul qui ne peut pas quitter un plateau, c'est vous. Non, voilà. Ça vous est arrivé? De quitter un plateau pour faire genre, mais sur le fond, non. Mais en revanche, j'ai des gens qui sont partis de mon plateau. Ça arrive moins maintenant, mais je me souviens qu'il y en a qui étaient... ça arrivait fréquemment. Bon, revenons donc dans le meilleur climat. Même si, une fois qu'on s'est engueulé comme ça... Est-ce qu'on peut avoir un sujet un peu urbain, un peu... Urbain.
dont on peut discuter. Pourquoi est-ce que c'est de manière... aussi irruptif quand Oui, mais c'est fini là, c'est fini, on avance. C'est quand même un sujet de fond, savoir pourquoi est-ce qu'on s'enflamme pour ce sujet-là. Mais bon. On s'enflamme parce qu'on a eu des certitudes. Comment dire, on n'a même pas écouté monsieur Mickaël Perromort sur la déprogrammation. Et ça m'intéressait. C'est un sujet de fond. Parce que là encore, en fait, j'ai commencé en disant tout à l'heure, ce qui devrait nous intéresser, c'est la vérité des faits. Donc quand on nous dit il y a de la déprogrammation parce qu'il y a du Covid et que c'est pas vrai, je suis désolé, moi, ça a le don de m'agacer. On le sait, c'est parce que les hôpitaux ne vont pas bien. Écoutons Mickaël Perromort. On manque d'infirmières, Écoutons Mickaël Perromort. Actuellement, les déprogrammations chirurgicales, comme les annulations de soins d'ailleurs en hospitalisation conventionnelle, sont très majoritairement liées à la fuite de personnel. Des postes qui sont vacants parce que l'hôpital n'attire plus. Il ne s'agit pas du tout d'une question liée à l'épidémie. Pas du tout, même si indirectement on peut y voir un effet aggravant. Mais en réalité, le problème qu'on a à l'hôpital, et il date depuis longtemps et bien avant l'épidémie, c'est que nous n'avons plus de personnel pour assurer les soins. Ça pose question parce que le porte-parole du gouvernement, il y a une semaine, a expliqué qu'on pourrait revenir sur le pass vaccinal lorsque les opérations déprogrammées seront reprogrammées. J'espère qu'on n'en arrivera pas là parce qu'il va falloir, à mon avis, des années avant de reprogrammer les blocs. Pour revenir à l'époque où l'hôpital pouvait assumer la demande de soins avec le vieillissement de la population, etc., pour revenir à cette époque où nous étions, on va dire, confortables à l'hôpital, je pense qu'il faudra des années, même si des mesures d'urgence étaient prises aujourd'hui. Je souhaite évidemment qu'elles soient prises, mais l'effet sera forcément tardif. Bon, ça c'est très intéressant parce que c'est pas la vérité qu'on nous assène, c'est pas le Covid qui fait qu'il y a des déprogrammations. Mais c'est vrai. Ça, on l'entend depuis longtemps, ce discours. Mais non, on l'entend pas depuis longtemps. C'est pas le discours officiel, c'est le contre-discours. C'est ça qui est agaçant. C'est ça que moi. Alors, je suis pas dans les hôpitaux, je suis pas dans les salles de réa, bien sûr, mais je veux pas qu'on me raconte des salades. Mais ça, je sais pas si c'est le discours officiel. Ce qui est vrai, c'est que on sait qu'il y a un nombre insuffisant d'infirmiers, d'infirmières de brancardiers, qu'il y a des cancéreux qui ne sont pas suffisamment soignés et suivis, des cardiaques qui sont insuffisamment soignés et suivis, et qu'il y a des maladies lentes qui ne sont pas prises suffisamment à temps et dont les effets se feront sentir dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Il y a un très grand nombre de personnes non vaccinées en réanimation. Voilà, donc vous reprenez le discours officiel. Mais ce n'est pas, mais c'est précisément ce qui est contesté. Alors vous dites que c'est la vérité. Moi, il se trouve, c'est pas grave. Je sors du champ médiatique. Qu'on peut avoir des contacts personnels, y compris familiaux, avec des personnes qui travaillent dans la fonction publique hospitalière, dont des chefs de service de réanimation, et c'est leur expérience. C'est ce qu'ils me disent. En disant, Olivier, on est en très grande difficulté sur cette donnée-là et sur le manque d'infirmiers. Vous avez un observateur qui s'y connaît et qui vous dit l'inverse et ne voulez pas l'entendre, vous préférez entendre. Je dis simplement que moi je veux bien, mais c'est une partie de la vérité de dire que c'est l'hôpital qui n'était pas suffisamment armé avec l'essai numerus clausus, avec la gestion comptable de l'hôpital entreprise. Tout ça est vrai. Et de l'autre côté, il y a aussi un nombre considérable de personnes vaccinées, aujourd'hui non vaccinées. Allez, on referme le sujet. On s'accorde sur des faits. Est-ce qu'on peut s'accorder sur des faits, sur des réalités? Depuis le début, il est incapable de s'accorder sur des faits et des réalités, tellement vous êtes pris dans vos croyances et dans vos certitudes. Non, ce n'est pas... On referme le sujet. Souvent on le fait. Je demande à ce que ce soit vérifié par la rédaction de CNews. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les réanimations, il y a un nombre considérable de personnes On referme le sujet. On referme le sujet et on ouvre la politique avec deux sondages intéressants et deux sondages qui ne disent pas les mêmes choses. Un peu contradictoires même. Cluster 17. Il était très contesté. Il est contesté. Emmanuel Macron est en baisse, 22 points. Marine Le Pen, 14,5. Éric Zemmour, 14,5. Éric Zemmour, que j'ai eu hier sur le plateau, pense qu'il y a un effet Zemmour. Que ce qui se passe sur le terrain est tout à fait étonnant. C'est d'ailleurs vrai. C'est-à-dire qu'il a des fans, il y a un enthousiasme, il y a des salles pleines, comme aucun autre candidat aujourd'hui. Ce que je dis est factuel. Bon, ça ne se traduit pas encore par des sondages. Il met quand même Mélenchon à 13%. Ce qui, quand même, est un score. C'est-à-dire que le match n'est plus vraiment à 4, mais à 5 quasiment. Bon. Donc là, vous avez Marine Le Pen, 2e, et Éric Zemmour, 3e. 2e et 3e. Bon, ils aimeraient sans doute être 1er et 2e, mais pour le moment, ils sont 2e et 3e. Ex aequo, Valérie Pécresse qui baisse. Donc vous êtes dans une dynamique Zemmour
qui monte et dans une dynamique baissière chez Valérie Pécresse. Et ça, c'est quand même confirmé aussi dans l'autre sondage, même si les résultats ne sont pas les mêmes. Mais moi, je retiens que Emmanuel Macron est toujours très haut, que Marine Le Pen reste stable, mais que la dynamique Zemmour est positive et que la dynamique Pécresse est négative. Et ça, c'est un point commun des deux sondages. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Je suis élu à Pau depuis 3 mandats. Je connais bien ma ville, sa sociologie, je connais bien les familles politiques. Il suffit que je me promène un peu en ville pour sentir l'humeur. Éric Zemmour est sous-estimé dans les sondages parce que je me rends compte que l'électorat de la droite dans les murs, beaucoup de personnes à droite avec qui je discute, me disent on s'interroge. Et il peut y avoir transfert entre Pécresse et Zemmour. Notamment sur pas une déception, mais une préoccupation sur la campagne de Valérie Pécresse, quelque chose qui n'imprime pas, comme on dit, et une tentation comme si c'était ils allaient se griser en allant se rapprocher un peu, je vous le dis tel que je le ressens, tel que ça s'exprime. Je pense qu'il est sous-estimé aujourd'hui dans les sondages. Je le crois, après les discussions que j'ai eues ce week-end. La théorie du vote caché en faveur de Nicolas Sarkozy en 2012, en faveur de François Fillon en 2017, en faveur d'Éric Zemmour aujourd'hui, en faveur d'autres, d'ailleurs d'Emmanuel Macron aussi en 2017, en fait, on la découvre qu'après, elle est très compliquée à appliquer à 3 mois ou 2 mois et demi d'une élection. Vous n'avez pas besoin d'avoir un vote caché pour, comme le dit très justement, aller dans la rue et rencontrer une bourgeoisie culturelle, intellectuelle qui votait jadis républicain et qui est tentée par Zemmour. Vous avez juste à écouter, des commerçants, des professions libérales et des gens qui effectivement étaient plutôt républicains qui vous disent « je suis tenté par Éric Zemmour ». J'en sais rien. Moi, ces 2-3 points, ça joue pas. Mais voilà. Ça peut être beaucoup plus que ça, parce qu'au cœur même des Républicains, vous avez une tendance qui est représentée par Ciotti ou par Wauquiez qui penche Zemmour. Exactement. Et ce qui est un problème, donc ça n'a rien d'étonnant. Et ce qui est un problème dans la stratégie de LR, faut-il le soutenir, notamment, je pense, en question des parrainages ou pas, parce qu'il y a un vrai danger pour eux, dans le sens où il y a une vraie porosité dans ces deux électorats. Marine Le Pen était à Brest aujourd'hui. Ça a été une séquence difficile pour elle. Mais quand je dis difficile, là aussi, il faudrait mettre en perspective. En fait, ils sont 10. Vous allez voir un garçon qui insulte Marine Le Pen. Ça serait d'ailleurs intéressant que ce garçon, un jour, les gens se l'invitent. Parce qu'il n'a qu'un mot à la bouche, fasciste, 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 fasciste. Donc il voit Marine Le Pen, il dit fasciste, fasciste, fasciste. Je voudrais savoir le profil de cet homme-là. Ça serait très intéressant journalistiquement de savoir d'où il vient, qui est-il, est-ce que c'est un militant, un antifa, manifestement, etc. Mais la séquence, elle est à la fois effectivement spectaculaire, mais en soi, ils sont 10. Donc vous voyez, cette séquence, c'était à Brest. Je suis une dame, je travaille dans l'agroalimentaire, je fais les 3-8 et je sais qu'est-ce que c'est le boulot. Donc, vive Marine pour les présidentielles. Et on vote pas pour eux parce que vous vous appelez Marine, on vote pour votre programme. Merci. Voilà. Mais par exemple, cet homme à la canadienne qui crie fasciste, 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 je veux dire, si moi on me traitait de fasciste, par exemple, est-ce qu'on a le droit de porter plainte Est-ce qu'elle a le droit de porter plainte de son visage du jeu. Voilà. Ce qui me frappe, moi, c'est qu'il n'y a plus un déplacement d'homme ou de femme politique qui se solde pas par 5, 10. Mais vous savez pourquoi ? Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que la France est fatiguée. Non, pas du tout. Non, parce qu'elle a toujours été fatiguée. C'est parce qu'il y a la télévision. C'est-à-dire que ces gens-là, ils savent qu'ils seront à la télé le soir. C'est aussi bête que ça. Non, mais il y a plus que ça. Mais sauf qu'il y a les réseaux sociaux. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la télé, tous ces happenings n'existent que pour une raison, on sera à la télé. Il y a plus grave que ça. Il y a plus grave que ça, c'est qu'il y a une radicalisation de l'extrême gauche, parce que c'est visiblement des gens. Je vais vous parler de la radicalisation extrême droite. Attends, est-ce que je peux terminer ? Oui, d'extrême gauche, parce que c'est visiblement d'extrême gauche, voire même de la gauche. Je vous rappelle que Martine Aubry elle-même, maire socialiste de Lille, a appelé à manifester samedi parce que Zemmour va aller faire un meeting dans sa ville et qu'elle a interdit sa ville à Zemmour. Donc les fascistes, vous voyez bien où ils sont aujourd'hui. Ils ne sont pas naturellement à l'extrême droite. Il faut souffrir du
Martine Aubry, elle est à 2%. Oui. Mais qu'elle s'occupe de sa campagne. Martine Aubry n'est pas venue soutenir Anne Hidalgo à Aubervilliers lors de son meeting il y a 15 jours. Mais non, mais c'est fascinant que le Parti socialiste cherche ses électeurs plutôt qu'il empêche Éric Zemmour d'aller parler dans des villes. Il y a une différence. Les nouveaux fachos, ce sont eux. Je terminerai. Je suis ultra minoritaire sur l'idée que je vais avoir là, mais il y a une différence entre les images qu'on vient de voir et des rassemblements qui peuvent non pas empêcher la tenue d'un meeting, d'un rassemblement, ça je suis moi opposé, mais qui peuvent dans des lieux manifester une opposition par rapport à un projet politique, notamment par rapport à une somme de provocations et de paroles publiques portées par mais vous les mettez dans un meeting. En l'occurrence, Éric Zemmour, sur des paroles qui ont été d'une brutalité inouïe, qui ont dit des choses inacceptables, et il y a des gens qui peuvent, le jour d'un meeting dans la ville, se rassembler dans une place sans troubler l'ordre public pour dire nous sommes opposés à ce projet politique. Mais ça fait partie de la démocratie. Mais qu'ils le disent, ça fait partie de la démocratie. Mais qu'ils le sans troubler l'ordre public. Mais qu'ils le disent dans un meeting, qu'ils interpellent les électeurs et puis les électeurs choisiront. Mais Martine Aubry, je le répète, si le PS en est là, elle en est un peu, peut-être beaucoup responsable. Je ne vous dis pas que la réaction pavlovienne d'une partie de la gauche à crier au fascisme par rapport à ces candidats a été productive, elle a été contre-productive. C'est la liberté d'expression. C'est la liberté aussi de pouvoir se rassembler. Ça choque beaucoup de gens, la liberté d'expression, bien sûr, bien sûr. Et on peut parler ça les de la ennuie. radicalisation de l'extrême droite aussi. En fait, ce qui les ennuie... Bah, la radicalisation... Je ne sais pas si vous avez vu sur ce qui s'est passé sur Bayonne ce week-end, c'est pas flambant. Ce qui ennuie, sur les réseaux sociaux. ce qui ennuie, Madame, manifestement, ce qui ennuie Madame Aubry et puis peut-être Madame Hidalgo, c'est que la bataille idéologique, pour le moment, ils l'ont perdue. Ils l'ont perdue. Ils l'ont perdu parce Donc, que... manifestement, ils ne sont pas écoutés. Et ce qui les ennuie, c'est que d'autres sont écoutés. C'est la démocratie. C'est aussi et ce qui les radicalise un peu, c'est qu'ils l'ont perdu parce que leur électorat est majoritairement parti à l'extrême droite. En tout cas, ce que vous appelez l'extrême droite. Donc, du côté de Mme Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Et donc, ça les rend encore plus nerveux, énervés et revanchards à l'égard de... Sophie Grèche. Est-ce que vous connaissez Sophie Grèche? Parce qu'ils n'ont pas pensé ce monde et ils n'ont aucune idée à faire avancer, sinon des injures. Hein. Sophie Grèche, enfin, je veux dire, on en est au stade où, par exemple, vous avez Éric Zemmour qui est prêt à parler avec tout le monde, personne ne parle avec lui. Que Mme Aubry dise, moi je viens débattre avec Éric Zemmour. Voilà, moi je viens débattre. Ça serait courageux. Que Mme Hidalgo dise, moi je viens débattre avec Éric Zemmour. Non, mais on va débattre d'Éric Zemmour que c'était un clown. Donc on va débattre idée contre idée. Alors à ce moment-là, on verra. Et puis les gens, c'est ça la démocratie. Permettront un débat idée contre idée. Elle est entre 2 et 3,5% selon les deux sondages que vous avez montrés. Et alors, elle peut débattre. Rien n'est perdu. Comme le Zozo parlait tout seul. Rien n'est perdu. Nadal était mené 2-0 le jour. Il a gagné 3-2. Je ne suis pas sûr qu'on soit dans le même registre. Les remontadas, tout est toujours possible. Un élu Rassemblement National apporte son soutien à Éric Zemmour. Elle s'appelle Sophie Grèche. Elle est conseillère municipale Rassemblement National de Marseille. Elle va apporter son parrainage à Éric Zemmour. Écoutons-la. J'apporte mon parrainage pour la candidature d'Éric Zemmour. Donc, je ne quitte pas le Rassemblement National, qui est mon parti pour lequel je milite depuis 10 ans. Mais dans une démarche purement démocratique, j'apporte mon parrainage à M. Zemmour. Je pense qu'il doit faire partie de cette campagne. Je pense qu'il doit être présent car il rassemble des électeurs, qui étaient peut-être même ceux du Rassemblement national. Je le considère comme faisant partie de la même famille politique que nous au Rassemblement national. Et le but, ce n'est pas de se diviser, mais au contraire de se rassembler. Bon, il y a eu une réaction de Éric Zemmour. Merci à Sophie Grèche, conseillère régionale de la PACA et élue des quartiers nord de Marseille, qui m'a apporté son parrainage. Cette femme courageuse est également une policière dévouée à son travail. Et Marine Le Pen a répondu. Elle donne son parrainage à Zemmour alors même qu'elle avait promis de me l'accorder, qu'elle a signé une promesse, un engagement de promesse de parrainage. Elle effectue donc là un parjure et elle le fait alors même qu'elle sait que nous n'avons pas les parrainages au moment où je vous parle. Je trouve que c'est encore une fois absolument indigne de sa part. Elle sera exclue du Rassemblement national ? Ou ça me paraît être la moindre des choses. Bien entendu, elle sera également exclue du groupe. Ça, je comprends. Marine Le Pen. Ça, effectivement, si Marine Le Pen devient attendrissante tellement elle prend des coups et elle les prend d'une manière stoïque. C'est vrai que...
non seulement Zemmour a poli son image, si je puis dire, l'a adouci, mais en même temps, avec toutes les trahisons qu'elle subit, peut-être est-ce que cela peut amener des compassions. Vous voulez dire il a adouci l'image de Marine Le Pen, hein. Oui, pardon. Parce que Rappelez-vous Chirac, Balladur en 1995. Tous les lieutenants de Chirac le trahissaient pour allier Balladur. Et à l'instant où les gens se sont aperçus que Chirac était seul, il est brutalement remonté dans les sondages. Donc, il faut quand même dire qu'en politique, surtout sur ces mandats de conseillers régionaux, qui sont des mandats de liste, vous devez votre mandat à des arbitrages rendus dans des partis politiques. Donc dans ces moments-là, vous vous engagez pour une mandature à une certaine forme de loyauté. Moi, je trouve que ce mercato-là, en ce moment, et la manière dont ça se passe, n'honore pas à la fois la politique et ce que devrait être une parole humaine. Voilà. J'ai lu Le Monde aujourd'hui et c'est vraiment une tribune très intéressante. Des tribunes des Français musulmans, juristes, chefs d'entreprise, universitaires, ingénieurs affirment dans une tribune ne pas reconnaître les principes fondamentaux de l'islam dans les pratiques extrémistes filmées dans le reportage de Zone Interdite. C'est exactement la parole qu'il faut qu'on entende des musulmans. Français musulmans engagés, nous voulons dénoncer fermement les pratiques islamistes séparatistes mises en évidence dans le reportage de Zone Interdite diffusé sur M6 le dimanche 23 janvier. Citoyennes et citoyens français de confession musulmane, nous sommes attachés à la France, notre pays, et attachés à l'islam, notre religion. Nous dénonçons l'islamisme radical, le salafisme et leur corollaire, le fondamentalisme, l'obscurantisme, l'intolérance, l'enfermement idéologique. À la présentation et aux témoins de l'émission Zone Interdite, Ophélie Meunier et Amine El-Bailly, nous exprimons notre soutien le plus vif. Nous en sommes solidaires. Donc c'est une tribune, moi, que je vous recommande. Elle est assez longue, d'ailleurs, dans Le Monde. Je ne vais pas la lire entièrement. Je voulais vous donner ceux qui ont signé cette tribune. Très bien écrite. Bien sûr. Qui est très subtile. Et exactement. Et elle est signée donc par des juristes, par des chefs d'entreprise, par des universitaires. Et ça, c'est extrêmement intéressant. La communauté musulmane doit faire entendre sa voix. On ne cesse de le dire. Elle le fait très régulièrement. Non, elle doit le faire sans doute plus. Et voilà. Et comment dire, et on sait très bien que c'est une infime minorité qui gouverne ces esprits-là. Donc il faut absolument que les musulmans se fassent entendre de cette manière-là. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de le Amine El-Bailly, noter. que vous avez reçu ce matin, a été remarquable. Alors écoutez-le justement parce il a fait un papier dans le Figaro que je conseille remarquable ce matin, aussi. qui est très bien. Remarquable aussi. Écoutons-le, il était ce matin, c'est très intéressant. Il a fait un parallèle entre l'islam d'hier, ce qu'on voit tous d'ailleurs, ce qu'on rencontre tous. On connaît tous des musulmans de 65-70 ans qui disent « mais je ne reconnais même pas les musulmans, parfois certains musulmans qui ont 20 ans aujourd'hui. Jamais nous ne sommes entrés dans ces dérives. » Écoutez-le. L'islam qui existait dans un certain nombre de quartiers, à l'époque de la génération de mes parents et de mes grands-parents. Cet islam est un islam de France. Mais l'islam de nos parents a été chassé par les salafistes. La première mosquée de France reconnue par la République, par Charles Pasqua, après la grande mosquée de Paris, ça a été la mosquée Souna à Roubaix. Cette mosquée, elle était tenue par des personnes qui ont versé leur sang pour notre pays. C'était des rapatriés, c'était des harkis en particulier. Et ces personnes ont été chassées aujourd'hui à Roubaix. Elles ont été chassées dans un certain nombre de mosquées, dans beaucoup de nos quartiers. Et on a laissé prospérer la montée du salafisme. On a laissé, par inaction, par aveuglement, on a laissé les salafistes s'accaparer du sujet. On a donné, à travers l'inaction d'un certain nombre d'élus et de responsables politiques locaux, un droit à la différenciation. Et ce que je dis d'ailleurs de ma tribune aujourd'hui, publiée dans le Figaro, je dis que les salafistes se sont accaparés de ce droit à la différenciation et l'ont transformé en devoir d'appartenance communautaire. Bon, ça, c'est une analyse très remarquable et très brillante. Je n'avais pas donné tout à l'heure le nom des signataires de la tribune du Monde. Alors, il y a des gens comme Fouad Aouni, qui est chercheur doctorant en sociologie. Vous avez Halima Bougani, qui est juriste. Vous avez Saïd Branine, qui est directeur de la rédaction du site ouma.com. Vous avez
Ad Raouf Chouika, pardonnez-moi, professeur émérite à l'Université de Paris-Sorbonne. Vous avez Sophia Idrist, qui est biologiste. Vous avez Ossine Kerzazi, qui est chercheur en sociologie des religions, etc. etc. Donc, c'est une vingtaine, je crois. Voilà, donc c'était important de le dire. Un dernier mot, sauf si vous voulez réagir sur ce que disait à l'instant Aminel Bailly. Regardez l'émission, c'est une parole claire et forte. Oui. Un mot sur le voile dans le sport. Parce que le voile dans le sport, c'est aussi un sujet. En fait, il n'y a pas de loi aujourd'hui. Pourquoi il n'y a pas de loi? Parce que personne n'avait imaginé qu'il faudrait une loi pour savoir comment on s'habille. Bon. Mais effectivement, aujourd'hui, on est obligé d'imaginer cela. Donc, les fédérations doivent décider si le voile est possible dans leur sport. La Fédération française de football a dit non, par exemple. Interdiction du voile dans le sport. Mais ce qui est incroyable dans ce sujet, c'est que Roxana Maracineanu, beauté en touche, elle n'a pas beauté en touche, elle est contre l'interdiction du voile dans le sport, alors qu'elle-même est ministre des Sports. Et on te parle de lutter contre le séparatisme. Alors on va l'écouter à l'Assemblée nationale. C'est pas très clair son intervention, pour le moins. Et voyez derrière Elisabeth Borne, le regard d'Elisabeth Borne, elle dit mais je ne comprends pas ce que dit la ministre des Sports. Écoutez. Le sport, le monde associatif étant considéré comme un espace public, eh bien, ce sujet de la laïcité, de l'interdiction du port ostentatoire des signes religieux ainsi que du prosélytisme dans le sport, comme ailleurs dans la société, a déjà été discuté et voté. C'est pourquoi nous avons engagé le monde sportif à nos côtés. On n'y était pas obligé dans cette loi. On a voulu que les fédérations s'engagent, que le monde du sport s'engage pour respecter le pacte républicain et le faire respecter aux clubs affiliés, aux entraîneurs et aux sportifs. Je pense que c'est un manque de courage de la part des Républicains de ne pas voter ce texte en CMP, de ne pas trouver un accord en CMP et de faire barrage à la majorité de ce que veut le mouvement sportif. Madame la ministre. Respecter les enjeux qui sont les nôtres à 2 ans des Jeux en France. Elisabeth Borne, elle est comme moi, elle n'a rien compris de ce que voulait dire Madame Mara. Mais le sujet dans les quartiers populaires, c'est des jeunes filles qui ne s'inscrivent plus dans les clubs. On pourrait imaginer une loi simplement qui interdise le voile dans la pratique du sport et des compétitions. Ça serait simple. Bon. À la vision, c'était Mélanie aujourd'hui. À la réalisation, c'était Arnold Cara. Au son, c'était Raphaël Lissac. Merci à Audrey Berthaud, à Lucas Busutil et à Corentin Brio. Tout de suite, l'heure des livres, présenté par Anne Fulda, qui reçoit Claire Castillon et son livre Les longueurs. Merci d'être au rendez-vous, même si c'est parfois un poil animé. À demain.